Bonjour à tous, je m'appelle Jean-Yves Dufour, je suis ingénieur en système d'information et écrivain, et je vais faire aujourd'hui un exercice inhabituel, c'est-à-dire que je vais parler seul face à la caméra, dans le cadre d'une série de vidéos pour présenter le civisme, dite théorie de la cité de Philippe Landau. Donc avant de définir le civisme proprement dit, je vais me définir tel que j'étais avant de connaître ce système. Euh, Et déjà, j'étais difficilement classable. Je me considérais un peu comme Philippe de Villiers, comme un libéral enraciné. Libéral parce que j'étais en fait anticommuniste, mais j'étais aussi anticapitaliste. Et le, le libéralisme n'est pas non plus un absolu. Il devait avoir des limites, des barrières, notamment la nation et d'autres phénomènes devaient être limités, par exemple tout ce qui porte sur les mœurs, par exemple. Donc en fait, c'est une espèce de position de troisième voie, comme l'a pu être le gaullisme, ou comme a pu l'être le rexisme en Belgique, ou le mouvement solidariste, troisième voie, mais ça reste assez difficile à classer, et en fait, la difficulté est de trouver un équilibre pertinent et durable, euh, du point de vue économique, social, fiscal, et en fait en termes de redistribution euh, par rapport au chômage et par rapport aux retraites. Et tout ça, c'est extrêmement difficile à mettre en place, et même les mesures les mieux pensées en amont et les plus documentées ne resteront que des ajustements dérisoires et des accommodements, petits accommodements, à une logique supérieure qui dépasse tout le monde, euh, les gens pragmatiques comme les penseurs, qui est la logique de l'argent. Parce que l'argent a ses propres règles, et, euh, et là je renvoie à Heidegger et à tous les philosophes de la technique comme Jacques Ellul, comme Bernard Charbonneau, etc. La logique d'un outil n'est pas neutre. Et il faut pas croire que l'utilisation d'un outil amène à faire quelque chose de neutre. Dès qu'on l'utilise, on n'est déjà plus dans la neutralité. Donc en fait, tout ça pour dire que c'est extrêmement difficile, surtout dans un contexte mondialisé, où il y a à la fois une bourse, où il y a des valeurs de monnaie qui sont en concurrence les unes avec les autres, où dans le pays la situation change tout le temps, le chômage, l'activité, euh, l'épargne générale, le budget, la dette, etc. C'est impossible en fait de s'y retrouver, et même si par hasard à un instant T on prend la meilleure décision dans ce domaine, le lendemain la situation va changer et exigera de changer euh, pour toujours retrouver l'optimisation. Donc là, on est en train de peser des œufs de mouche dans des balances de toile d'araignée, hein, pour reprendre la formule de Voltaire et ne pas en utiliser une qui serait un peu plus vulgaire. Donc voilà, tout ça pour dire que le, le libéralisme enraciné, qui ne veut pas dire grand-chose en soi, euh, moi j'en étais là de ma réflexion parce que c'était difficile d'aller plus loin et de trouver des accommodements plus raisonnables. Donc moi j'ai découvert le civisme au printemps 2012, je crois, directement avec Philippe Landau. Donc je ne le connaissais pas, ni même de nom. A fortiori, j'avais jamais lu aucun de ses livres. D'ailleurs, je crois qu'à l'époque, il n'en avait pas sorti beaucoup. Je crois qu'il a commencé à les sortir en 2010, donc de toute façon, c'était encore assez chaud. Euh, Même si la réflexion en amont qu'il avait pu avoir était ancienne, euh, le matériel, en fait, était encore assez jeune. Donc j'ai rencontré Philippe par hasard lors d'une conférence d'une personne dont j'ai oublié le nom et le sujet d'ailleurs de la conférence, au local de Serge Ayoub, donc qui était à l'époque le responsable de Troisième Voie, le renouveau du mouvement solidariste Troisième Voie. Et donc tous les jeudis, il y avait des conférences qui étaient organisées. À l'époque, elles étaient organisées d'ailleurs un peu avant ça avec Pierre-Yves Rougeron, qui après les a fait de son côté le lundi avec le Cercle Aristote.
Euh, et donc Philippe m'a parlé pendant toute la nuit quasiment, jusqu'au petit matin du civisme, donc de son système. Et en fait, ça m'a convaincu assez rapidement, après plusieurs heures de discussion. Euh, j'étais, il manquait pas grand-chose pour que je le sois. Et là, tout s'est mis en place dans ma tête, quoi. Voilà. Donc le déclic pour basculer, j'allais dire définitivement dans le sens de ce système, euh, outre la discussion avec Philippe, euh, ça a été immédiat parce qu'en fait je réfléchissais déjà à tout ça, et une- un ancien déclic, on va dire, que j'avais déjà eu sur la question de l'argent. Moi j'ai jamais été un fanatique de l'argent. C'est une contrainte plus qu'autre chose en tant que système. Je ne parle pas le fait d'en avoir ou pas, mais de le penser. C'était un vieil album des Schtroumpfs. Déjà, de base, les Schtroumpfs n'ont pas d'argent. Et quand ils ont adopté ce système, ça a viré au drame, hein. Donc c'était dans le Schtroumpf financier qui est sorti en 92, mais que moi j'ai découvert en 96. Donc je venais d'avoir 11 ans, je crois. Et, euh, et donc j'ai découvert ça et je me suis dit, oui, en fait, tout est là-dedans. Et d'ailleurs, de manière générale, j'aime bien dire que tout est dans les Schtroumpfs. Parce que, alors évidemment, c'est à l'échelle d'une petite société. Maintenant, il va falloir voir euh, l'extension, étendre ce système à pas une petite communauté, mais à une véritable nation de plusieurs millions, voire de plusieurs dizaines de millions d'habitants. Alors maintenant, je vais revenir donc sur le civisme plus particulièrement, parce que je ne l'ai encore pas défini. Donc déjà, c'est une forme politique démocratique dans laquelle les droits, donc on parle de droits des citoyens, hein, les citoyens ont des droits et ont des devoirs envers la société et donc envers les autres. Et ces droits qui aujourd'hui, dans la société actuelle, dans la société monétaire actuelle, passent donc par la monnaie, passent dans cette société donc, du civisme, théorie de la cité, par la citoyenneté. Donc faisant des citoyens des concitoyens réellement égaux en droit. Et donc ce qui fait abandonner le paradigme de l'échange, pour lequel la notion de valeur marchande est nécessaire pour échanger. Donc il faut se départir de cette croyance, qui est un préjugé, que la, la valeur marchande est nécessaire pour échanger. Donc ce système, en fait, est une évidence aujourd'hui de plus en plus. C'est-à-dire que, évidemment, sans aller dans une logique non monétaire, le système aujourd'hui met de plus en plus en place en fait des, euh, des modes d'échange qui simplifieront la mentalité nécessaire au civisme et donc quelque part qui va peut-être le déclencher. Par exemple, on passe maintenant souvent d'un mode de détail à un mode forfaitaire, dans une société qui elle-même est une société, donc ça fait quand même déjà plus d'un siècle, euh, une société de production industrielle et non plus artisanale. Et donc l'argent, qui était évidemment logique dans un système artisanal, où chacun est plus ou moins producteur et consommateur, l'argent dans cette société est obsolète et anachronique lorsque plus personne ne produit rien lui-même. Chacun n'est qu'un maillon dans une grande chaîne, et il n'y a plus de personnes indépendantes. Tout le monde est interdépendant, dans quasiment tous les domaines. Quand je dis quasiment, en fait, c'est tous les domaines. À part peut-être le domaine de l'alimentation, où on peut encore, celui qui dispose d'un jardin peut être autonome pour, euh, pour manger, à condition aussi qu'il ait un puits pour avoir de l'eau, etc. Bon. Mais autrement, tout le reste, on est dépendant pour la maison, pour la construction, pour la technologie, pour la communication, etc. On ne peut rien faire tout seul. Et c'est pas forcément grave. Le but d'une société, c'est justement
c'est justement cette interdépendance, mais à condition que ça ne tourne pas en cauchemar pour une partie, voire une majorité de la population, comme c'est le cas aujourd'hui. Euh, donc aujourd'hui, par exemple, il y a de plus en plus de forfaits, vous payez de plus en plus de choses donc, au forfait, alors que ce soit évidemment les communications, Internet, le téléphone, etc. Mais ça peut être aussi même tout ce qu'on va consommer en biens culturels. Vous pouvez télécharger tant de films ou à volonté, voir tant de séries, etc. Avec Netflix par exemple, euh, écouter tant de musique avec Deezer, etc. En fait, vous ne payez plus à l'unité et vous ne payez même pas directement le créateur, vous allez payer une plateforme qui va redistribuer et qui va servir de pot commun. Euh, on peut aussi citer toutes les promotions. Vous en avez 3 pour le prix de 2. Bon. Tout ce qui est all inclusive. Maintenant, souvent, vous partez en voyage. euh, alors toutes les étapes sont prévues, vous allez à tel hôtel, vous allez manger à tel endroit, etc. Vous n'avez rien à débourser parce que tout est déjà pris en compte. Euh, donc après, c'est pas, j'allais dire, à une bière près, quoi. Euh, les prix, de toute façon, n'ont pas de sens. Dans une production industrielle, si on se permet de faire de la vente à perte, si on se permet de faire comme ça des promotions, des réductions, des soldes systématiquement, c'est parce que le prix unitaire n'a pas de sens. Il n'est issu que d'un rapport de force. Ce sont des valeurs artificielles, arbitraires et subjectives d'ailleurs, puisque en fonction des personnes, quelqu'un est prêt à mettre tant d'argent dans tel objet et pas quelqu'un d'autre. Donc, alors ça, c'est déjà ce qu'expliquait Proudhon il y a 150 ans. Hein. Bon, on n'a pas inventé grand-chose là-dessus. Hein. Bon. Euh, le salariat lui-même, la façon dont vous êtes payé en tant que salarié, euh, est là aussi étendu à un système forfaitaire, c'est-à-dire que le salariat, c'est plus, de moins en moins en tous les cas, un système où vous avez votre évolution personnalisée, mais c'est un statut. Euh, vous êtes, par exemple, vous êtes cadre, vous êtes non cadre, vous êtes supérieur, vous êtes moyen, etc. Et vous avez le statut qui correspond, et donc vous avez la paye qui correspond à ça. C'est de plus en plus uniformisé. Et ne parlons pas de l'uniformisation qui arrive derrière, dont parlait déjà le candidat socialiste Benoît Hamon à la présidentielle, du revenu universel. Le revenu universel, c'est euh, on donne en fait, par exemple, 1000 euros ou 1500 euros, et on s'arrange pour que cette somme de 1000 ou 1500 euros soit suffisante, mais pas plus, donc juste le strict nécessaire pour faire à peu près tout ce dont on a besoin à minima. C'est-à-dire avoir un logement, euh, avoir un abonnement internet, faire ses repas, mettons 2 repas par jour, euh, et puis, euh, et puis quelques loisirs, quoi. Voilà, c'est comme si dans un système soviétique, vous aviez vos 3 tickets restaurant pour le mois. Euh, Ça revient à ça en fait, hein. C'est une espèce d'organisation de la pénurie, mais et en contrepartie, vous n'avez pas forcément, en tout cas, à faire d'efforts. Si vous avez un travail, c'est bien, il va falloir le garder parce que les conditions sont de plus en plus difficiles. Et si vous n'en avez pas, c'est pas grave, on s'occupe de tout. Par contre, vous fermez votre gueule et vous ne pouvez pas faire la révolution parce que sinon vous perdez ça. D'ailleurs, la plupart des gens qui n'ont pas d'argent euh, sont très heureux de vivre de l'assistanat et sont généralement les moins enclins à être révoltés en fait. Ils peuvent l'être dans leur tête, mais ce sont ceux qui en fait auraient le plus à perdre et s'investissent le moins euh, dans les combats sociaux. Voilà. Évidemment, j'ajoute que dans un système monétaire, l'argent n'a pas d'odeur, tous les moyens sont bons pour en récupérer, tous les moyens, donc, j'allais dire, y compris légaux, c'est-à-dire évidemment illégaux. C'est une logique de- d'appropriation et d'échange individualiste, et donc antisocial. Et pour finir, je dirais qu'il ne faut pas oublier que l'évolution technique finit toujours par modifier l'environnement politique et juridique, donc les droits des citoyens. Donc ça veut dire que cette, l'évolution qu'on connaît aujourd'hui
notamment par l'informatique et par le traçage d'à peu près tout, va nécessairement déboucher de manière plus large sur des droits supplémentaires. C'était déjà le cas un petit peu quand je parlais de forfait. Évidemment, euh, quand, euh, quand Netflix n'existe pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas cette énorme plateforme qui met toutes les vidéos en ligne et à laquelle vous vous connectez avec un compte et on vérifie que vous avez bien payé, que vous n'avez pas piraté, euh, c'est quelque chose qui existe aujourd'hui qui ne pouvait pas exister il y a 10 ans. Alors quels sont les avantages du civisme? Ben, alors justement, il y a déjà cette logique de justice économique et sociale qui permet enfin, qui va permettre une société, déjà une société véritable au sens strict, une société, des gens qui vivent en société, ensemble, euh, où l'interdépendance n'est plus une concurrence mais une complémentarité, un peu comme les rapports hommes-femmes d'ailleurs. Aujourd'hui, on a tendance à créer une fausse, une, une fausse, une opposition qui ne devrait pas être. Et donc, c'est le point de départ de grandes conquêtes humaines. C'est-à-dire qu'en fait, par rapport à la pyramide de Maslow, vous savez, la pyramide des besoins, on va commencer à pouvoir grimper un peu. Là, pour l'instant, on était tout en bas. Au niveau politique, ça peut servir aussi à sortir de l'impasse gauche-droite. Parce que cette dichotomie, quand même, gauche-droite, c'est un véritable facteur de guerre civile. Et en plus, dans lequel tout le monde a à la fois raison et tort. Ceux qui sont de gauche ont de bonnes raisons d'être de gauche, mais ils ont aussi de. Et c'est pareil pour ceux de droite, et ils auraient aussi de mauvaises raisons de l'être, etc. Donc, euh, et en plus, on voit que c'est à peu près 50% maintenant, à peu près 50% à gauche, 50% à droite, et en plus avec une droite qui ne veut plus dire grand-chose non plus, et une gauche qui ne veut plus dire grand-chose non plus, et d'où la porosité, justement, on parle de droite sociale, on parle de gauche libérale, euh, on a forgé le terme de social-démocratie pour essayer de parler de ça. Il y a une porosité énorme entre la gauche et la droite dite de gouvernement et aussi entre les pseudo-extrémismes de droite et de gauche, porosité énorme. Voilà, donc ça permettrait de mettre fin à j'allais dire à toutes ces bêtises politiciennes où on pourrait parler des vrais sujets. Il y a plein d'avantages, mais j'en citerai un, c'est celui de la décroissance. Parce que la décroissance dans une société qui a besoin de croissance économique, évidemment, ça ne marche pas. C'est une forme de folie, puisque le système s'écroule. Puisqu'il a besoin, comme un drogué, qu'on lui injecte non seulement toujours autant, mais même plus. Mais dans une société euh, où les droits s'acquièrent donc par la citoyenneté et où tout le monde, donc où il y a une offre telle que, c'est-à-dire l'offre et la demande, il n'y a plus aucun problème pour trouver un travail. Il y aura toujours quelqu'un qui aura besoin de production ou de services. Donc, on aura plus de moyens, il y aura moins de conflits d'intérêts qui empêcheront la production propre et durable. Donc propre en termes d'environnement, en termes de pollution, et durable, donc ça veut dire que petit à petit, on pourra commencer. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que quelqu'un va acheter quelque chose qui ne dure pas longtemps? Parce qu'il n'a pas l'argent pour acheter quelque chose de plus durable, simplement. Donc il ne peut pas faire autrement. Il est obligé de changer son truc tous les 3 ans. Mais s'il avait le choix d'en prendre un pour 20 ans, mais s'il avait les moyens de mettre sur la table directement ça, il le ferait. Mais moi, il ne peut pas. Donc, dans ce système, rien ne l'empêcherait. Donc à la fois les entreprises et donc les consommateurs pourraient profiter de toutes ces avancées qui existent déjà souvent ou qui ont existé. Je pense à l'électroménager. Ceux qui ont encore de l'électroménager comme des robots d'il y a un demi-siècle ou des fois plus fonctionnent encore. Alors que ceux qu'ils ont achetés il y a 5 ans, ils sont déjà à la casse depuis 2 ans. Donc voilà, c'est assez facile de comprendre que il faut mettre les moyens et que souvent, même toujours, j'allais dire, le frein, c'est l'argent. On a tendance à considérer l'argent comme quelque chose d'illimité, alors qu'en fait, ce n'est pas une potentialité illimitée, mais un frein. C'est s'il n'y en a pas, où là, on peut tout se permettre. Donc, je ne vais pas ici résumer tout le travail qu'a fait Philippe
depuis 1997. Si je vous montre là les- les ouvrages qui concernent le civisme, c'est tout ça, par exemple. Voilà. Vous en avez un certain nombre. Euh, évidemment, c'est plus pratique de les lire en version papier, mais vous pouvez les télécharger sur son site en PDF, ou même les acheter en format électronique si vous voulez aussi le soutenir, hein, sur The Book Edition. Euh, donc je vais pas non plus vous les présenter un par un, simplement je pense que euh, le, le plus petit finalement, qui s'appelle Révolution, les bases du civisme, donc il coûte, bon, j'ai pas de prix là-dessus parce que c'était une version d'essai, mais bon. Euh, donc c'est écrit petit, hein, c'est un livre petit mais bien, bien fourni, euh, format de poche. Donc là vous avez tout. Vous avez vraiment toute l'argumentation sur les différents sujets, et puis euh, comment ça pourrait se passer dans la cité, donc dans le cadre du civisme, y compris des questions qu'on se pose souvent, donc évidemment la retraite, le chômage, euh, comment fonctionnent les entreprises, comment fonctionnent les échanges internationaux entre pays qui ont et qui n'ont pas ce système, la différence entre citoyenneté et nationalité, qui aujourd'hui n'existe pas mais qui existe dans la cité. Euh, voilà, et puis les différents freins, puisque ça s'appelle comme révolution, les différents freins à la révolution, que sont essentiellement l'immigration et l'Union européenne. Et puis un dernier bouquin que j'ai préfacé, Théorie de la propriété, qui reprend le nom d'un ouvrage posthume de Proudhon, justement. Euh, donc là, qui examine toutes les différentes formes de propriété euh, et les différents types d'objets qui sont concernés par la propriété, sous l'angle du civisme. En fait, les choses les plus intéressantes dans ce bouquin sont justement les principes. Finalement, ça devrait être le premier, c'est un des derniers, mais ça devrait être le premier, puisque c'est celui-ci qui conduit au principe, en redéfinissant la société et les échanges, et qui aboutit à la citoyenneté, qui redéfinit tous les concepts qu'on utilise aujourd'hui et qui n'ont pas vraiment de sens, et là qui en ont enfin un. Et vous retrouvez notamment un chapitre sur tous les préjugés monétaires qu'on a dans la tête depuis le troc, en fait, hein, et qui nous empêchent souvent, une simple barrière mentale qu'il faut faire tomber, et qui nous empêche de voir un système qui serait basé sur autre chose, donc qui serait juste, et qui serait égalitaire, mais pas égalitaire au sens négatif d'un système, par exemple communiste, qui nivelle tout par le bas, mais égalitaire au sens positif, c'est-à-dire qui autorise tout. À ceux qui ont peur aussi, parce que c'est une critique qu'on entend souvent, et à juste titre, c'est un système, donc il est défini, il est totalitaire, euh, et donc quelque part c'est un système dictatorial. Alors évidemment, en tant que système, il est peut-être totalitaire, mais déjà le totalitarisme, c'est plutôt n'est pas nécessairement négatif. Le totalitarisme, ça veut dire qu'on a pensé à tout, et euh, que ça a vraiment un sens collectiviste. Le nationalisme, par définition, est nécessairement totalitaire. Euh, le communisme est absolument totalitaire, le socialisme aussi. Le libéralisme est totalitaire aussi dans ce sens que c'est le marché qui est totalitaire, simplement. Là, c'est plus la société. Donc, en tous les cas, si vous pensez que c'est un système dans lequel on ne peut rien faire, c'est faux, c'est même le contraire, puisque déjà c'est un système très démocratique qui permet justement une démocratie apaisée, une démocratie réelle, un petit peu à la Suisse, euh, où on vote. Bon, enfin, ouais, je vous laisse découvrir ça, c'est un côté particulier du civisme. Euh, je vous propose aussi de faire l'exercice de, de penser ce que pourrait changer une telle société sans argent.
Vous prenez un domaine que vous connaissez bien et vous essayez de voir comment ça pourrait se passer sans argent, sachant que l'argent est la cause de tous les problèmes. Personne ne le dit jamais, mais c'est la cause de tous les problèmes. On n'est pas limité par notre esprit, on n'est pas limité par l'imagination, on est limité par l'argent. Ça ne veut pas dire que dans un système comme ça, il n'y aura pas de problème. Il y aura des problèmes, il y a toujours des problèmes, et on est là pour les résoudre. Les problèmes sociaux, on peut toujours faire mieux. Simplement, comparer toujours, non pas avec un hypothétique paradis, mais avec la société d'aujourd'hui. Et vous verrez que là, il n'y a pas photo. Donc, en tout cas, on pourra progresser à partir de bases saines et non pas de bases complètement vermoulues, vérolées, comme dans la société actuelle. Donc, pour finir, je dirais que c'est un excellent projet qui aurait l'avantage, en plus d'être extrêmement juste, et, euh, et de permettre, comme j'ai dit, de contenter de plus en plus de besoins de la pyramide de Maslow, euh, ça pourrait surtout fédérer le peuple, à la fois au-delà des appartenances politiques, politiciennes souvent, euh, permettre l'accomplissement des individus donc dans une société qui pourrait être à la fois moderne, avec la technologie, c'est-à-dire que euh, c'est pas une forme de décroissance qui conduit au troglodytisme, et qui pourrait rester traditionnel dans ses rapports entre les citoyens. Donc encore une fois, dans des rapports apaisés, où l'interdépendance ne serait plus quelque chose de gênant, mais quelque chose qui ne poserait pas de problème à l'individu parce qu'il sait qu'il y a une véritable complémentarité dans la cité. Voilà. Je vous remercie de votre attention et donc je vous encourage euh, à lire et à réfléchir sur ce sujet, donc notamment Révolution et Théorie de la propriété donc de Philippe Landau. Merci.